Voici la première Lamborghini Revuelto accidentée. Et aujourd'hui, je vais essayer de la conduire pour la première fois. Je l'ai fait. Elle va démarrer. Il y a quelques mois à peine, c'était une Lamborghini Revuelto toute neuve, qui avait coûté 600 000 livres à son ancien proprio. Oh Mais après un petit accident, voilà à quoi elle ressemble maintenant. Et je l'ai achetée pour une fraction de ce prix. 230 000 livres sterling. Le seul problème, c'est qu'on doit la réparer. Ouais Oh Et comme on ne connaît rien aux hybrides, et personne n'ayant jamais essayé de faire ça avant, on n'arrivait même pas à faire démarrer la voiture. J'essaye. Non, ça marche pas. Donc aujourd'hui, on ne doit pas seulement essayer de la réparer, mais aussi de comprendre pourquoi cette voiture ne démarre pas. Voici toutes les pièces que nous devons remplacer dans la voiture. C'est notre base principale ici. Et à l'intérieur, il y a un sous-châssis de 55 000 livres sterling en plastique renforcé de fibres de carbone. Et apparemment, c'est assez spécial. Et aussi, tout ce qu'on a enlevé à l'avant s'adapte à ça. Avertissement, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Mais, d'après ce qu'on a vu sur Internet, apparemment pas beaucoup d'autres personnes ne le savent non plus, car personne d'autre n'a travaillé là-dessus. On doit trouver la solution au fur et à mesure. Et on espère pouvoir la faire démarrer après ça. On va sortir ça et commencer à réparer l'avant. Et on verra ensuite. C'est la moitié du prix que j'ai payé pour ma première maison. Oh Et pour être honnête, on n'en a pas vraiment pour son argent. Mais on reçoit tout un tas de certificats. Donc je suppose que ça vaut le coup. Ok Commençons à mettre ça sur ça. C'est facile! Le sous-châssis avant soutient plein de pièces importantes de la voiture. Et tout ça ne peut être monté que d'une seule façon. On commence par installer la plupart des câbles et des fils, puis on ajoute tous les composants. La barre anti-roulis va là, la crémaillère de direction va là. Et puis il y a plein de tuyaux et de pompes à eau pour refroidir le système de batterie, qu'on essaye encore de comprendre nous-mêmes. Le travail équipe, ça marche à fond. Bon, ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on a tout démonté, c'est pas si dur que ça. Tout ça peut être démonté en petits morceaux comme la crémaillère de direction, la barre anti-roulis, le système de refroidissement de la batterie, le compresseur de climatisation qui fonctionne à partir du système hybride, les pompes à eau séparées qui pompent l'eau à travers les refroidisseurs de batterie hybride qui refroidissent l'huile qui passe par le différentiel à l'avant, qui est en fait son propre écosystème séparé. Et en parlant du différentiel à l'avant, les conduites d'huile qui y mènent sont abîmées. Donc, Dom est en train de les changer. Ah, c'est du liquide de refroidissement? Ou c'est de l'huile? De l'huile! T'as ça, Tony? Comme une grande partie de ce système hybride dépend beaucoup du refroidissement, je ne veux pas prendre de risques avec des tuyaux abîmés qui pourraient bloquer le débit d'huile ou le liquide de refroidissement. On en a donc ajouté de nouveaux en bon état. Je suis devenu hybride. Et enfin, on revient sur le sous-châssis avant pour vérifier que tout est bien connecté. Et une fois qu'on est satisfait, on le met sur la boîte à outils, on va le glisser sous la voiture et avec un peu de chance, abaisser la Revuelto sur le sous-châssis. Ensuite, on pourra glisser les boulons par en dessous pour fixer le châssis au sous-châssis de la voiture. Une fois qu'on les a mis en place, on peut vérifier que tout est bien fixé. Ensuite, je vais aller au milieu et commencer à brancher tous les tuyaux et les connexions électriques qui relient le sous-châssis à la voiture. Et il y a une quantité infinie de tuyaux de refroidissement et beaucoup de boulons qui fixent le sous-châssis au châssis. Et heureusement, je n'ai pas démonté ce sous-châssis avant il y a si longtemps. Du coup, je me souviens encore très bien où tout allait. À peu près. Une des dernières choses à faire, c'est de connecter la colonne de direction à la crémaillère, comme vous pouvez le voir ici, en serrant le boulon de serrage à cet endroit. Puis je branche un des câbles haute tension sous la voiture et je mets tous les plateaux en dessous pour le recouvrir. Je suis de retour sur la suspension droite, où je relie toute cette suspension latérale au sous-châssis. Il ne reste plus que quelques petites pièces, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais où elles vont. Et avec ça, on devrait être bon. Finalement, je crois qu'on est revenu à la case départ, mais sans le sous-châssis cassé cette fois. Il manque maintenant quelques pièces. Donc j'ai en quelque sorte compris tout ce système hybride, mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui fait quoi,
où ça se passe et ce que c'est. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais il y a une grosse prise ici, une grosse prise là, et encore une grosse prise ici, là. Et elles vont dans une grosse boîte qui va ici. Mais je ne peux pas encore mettre cette grande boîte ici, parce que si vous vous souvenez, il y avait ce petit morceau de plastique cassé à l'arrière de la batterie. Et puis tout ce cache en plastique qui va dans les ventilateurs du chauffage à l'intérieur de la voiture est cassé. J'ai donc commandé cette pièce en plastique et on va essayer de régler le problème avec un petit bout de plastique cassé à l'arrière du système de batterie. Mais à part ça, la suspension est en place, tout est connecté et je pense qu'il est temps de commencer à monter cette suspension, ce qui va être intéressant. Et en fait, on pourrait bientôt voir cette voiture posée sur ses 4 roues. J'espère. Allons-y. On dirait que l'accident a carrément détruit la plupart de la suspension gauche. Il n'y a pas grand-chose qui soit encore en état de rouler. Du coup, j'ai dû en racheter pas mal. Voici tout ce qu'il nous faut pour pouvoir monter la suspension avant gauche. La plupart de ces pièces sont interchangeables avec certaines pièces de chez Porsche. Est-ce qu'on va faire des économies en changeant des pièces Porsche? Probablement pas. Si ça venait d'une Ford de Transit, alors oui. Ce que je veux surtout dire ici, c'est que ce disque de frein était vraiment super cher. On a un total de 9000 livres sterling pour ça. Donc, on va en prendre super soin. On est censé les remplacer par paire, mais comme cette voiture est toute neuve et qu'elle n'a fait que quelques milliers de kilomètres, on n'en remplace qu'un seul parce que je n'ai pas envie de dépenser 9000 livres de plus. Celui-là est fichu. On le donne à quelqu'un? On pourrait utiliser des produits dérivés. Ouais, vous savez quoi? On va signer ce disque là-bas, un disque qui vaut 9000 livres. Et bon, il a quelques fissures, mais on va l'offrir à quelqu'un qui achète des produits dérivés parmi les 50 prochaines commandes, par exemple. Parce que c'est plutôt cool, on peut en faire une horloge ou un truc du genre. D'accord. Maintenant, il faut juste qu'on voit ce qu'on peut garder de l'ancienne suspension et ce qu'on doit jeter. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne garde pas le disque. C'est pas vrai! Ouais, je l'ai dévissé! Non, c'est pas vrai. T'avais juste besoin de mes armes. Ouais! Maintenant que les arbres de transmission sont dégagés, on peut desserrer le boulon qui fixe le disque au moyeu de roue. Retirer ce disque de 4 tonnes et on va tous le signer. Chacun d'entre nous. Moi, mon père, le caméraman Matt, Liam, Danny, Anna, sans oublier Kevin. Et quelqu'un choisi au hasard parmi ceux qui achètent des produits dérivés le recevra. Prochaine étape, les boucliers thermiques qui se détachent de l'ancien moyeu de roue. Et voilà tous les nouveaux composants. Commençons l'assemblage. La configuration actuelle de la suspension n'est pas très différente de celle d'une GT3. Double triangulation, et tout est assez léger, facile à assembler. Première étape, l'arbre de transmission, qui devrait juste s'enclencher dans le différentiel avant. Voilà, c'est fait. Arbre de transmission, en place. Après, c'est l'amortisseur et le ressort. C'est un ensemble complet. Évidemment, avec tout ça, la facture des réparations grimpe. Mais on aura le total une fois la construction terminée. Le boulon que je serre ici sert à relever le nez. Le fluide est poussé dans la partie supérieure de la jambe de force, ce qui soulève l'avant de la voiture quand vous passez sur un dos d'âne. Et tout ce qu'on ajoute coûte bien sûr plus cher. Mais une Lamborghini sans système de levage du nez est vraiment plus difficile à revendre. La prochaine étape, c'est l'installation de tous les triangles de suspension. Certaines choses ne changent jamais chez Lamborghini et Ferrari. Les entretoises, parce que ça n'allait pas quand ils l'ont fait la première fois. Je sais pas trop, mais il y en avait 2 à l'avant, une à l'arrière de ce côté, et de l'autre côté, il y en avait 2 de chaque côté. Donc on va faire pareil, et je pense que quand on fera l'alignement des roues, on verra si c'est correct. Donc il y en a une à l'arrière. Et voilà. Je pense que ces entretoises servent à régler le carrossage de la roue, c'est-à-dire son inclinaison vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc on devra régler ça après. Endommagé. Tout neuf. Non, regarde, il y a un petit truc en plus dessus. Ces capteurs que mon père est en train de mettre, c'est pour les phares.
Ils vont envoyer un signal pour dire à quelle hauteur se trouve la voiture. Donc si la voiture est assez basse parce que la suspension est comprimée, les phares se régleront vers le haut pour que le conducteur puisse mieux voir. Et pareil si la voiture est haute, les phares s'abaissent pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Maintenant, le disque de frein. Fabriqué entièrement en fibre de carbone. Même s'il est super cher, il est vraiment fragile. Mais la différence entre les disques en acier et ceux en carbone, c'est le jour et la nuit. Ils sont tellement meilleurs et durent beaucoup plus longtemps. Heureusement, l'étrier s'en est sorti avec juste quelques rayures. Il est utilisable, mais je vais quand même le faire réparer. Et voilà une suspension gauche complète, avec un boulon en moins. Donc ça, c'est le cadre avant. Il se détache ici sur le côté. Heureusement, il est en aluminium et pas en fibre de carbone. Et il y a plein de trucs sur ce châssis avant, comme des radiateurs, des condensateurs de climatisation et d'autres trucs bizarres, comme ça c'est un haut-parleur. Donc, quand vous conduisez un mode électrique, ce que je ne ferai jamais, ça fait un petit bruit comme un bourdonnement. Donc les passagers savent que vous arrivez, c'est comme ça. C'est complètement débile, mais regardez comme c'est énorme. On le glisse dans cette petite cage comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses à ajouter aux voitures électriques. Bon, c'est fait. Maintenant, on doit comprendre comment tous ces radiateurs fonctionnent. C'est parfois un problème quand on répare des voitures accidentées. Sur une voiture aussi récente, il faut commander chaque pièce séparément. Et il y en a généralement beaucoup. Comme ces petits œillets en caoutchouc que je mets ici dans le châssis. Heureusement pour moi, j'ai l'autre côté comme référence, donc je peux le copier. Mais quand on n'a pas ça, ça prend un temps fou pour essayer de comprendre où vont tous les éléments. Et les constructeurs diront qu'il y a tellement de petites pièces pour maintenir les prix de l'assurance à un niveau bas. Par exemple, si vous avez un accident à l'avant et que ça n'endommage qu'un œillet ou un petit radiateur, alors le coût de la réparation serait bien inférieur à ce qu'il serait si vous deviez acheter, par exemple, ce châssis complet avec tous les radiateurs connectés. C'est logique d'une certaine manière, mais pas toujours, car parfois, il faut encore plus de main-d'œuvre pour installer toutes les pièces individuelles sur la voiture. Mais on y arrive. En voici une pièce marrante. Bon, pour ce tuyau, je pense qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens. Un collier de serrage se fixe d'un côté, puis se glisse sur le côté du radiateur. Et ensuite, ce truc. Un autre collier de serrage est mis en place. Ok, ensuite, on met ce truc. Juste un tube. Un autre truc. Ok, c'est bon. Ok, collier de serrage. Je pense que ça suffit. Et puis après avoir vissé ça, je le boulonne. Ça y est, j'ai compris, parce que c'est censé être une vis de purge. Mais pourquoi ont-ils dû fabriquer un tuyau, 2 colliers de serrage et ce truc qui va dedans, puis y mettre un boulon, alors qu'ils auraient pu simplement le retirer du radiateur? C'est un peu bizarre. Mais bon, je pense que c'est prêt à être installé. On a un problème. Ce support est un peu tordu. Et on ne peut pas l'acheter séparément. Il faut acheter le pied complet pour avoir le support. Donc, si vous bossiez dans les assurances, si vous étiez une compagnie d'assurance et que vous deviez réparer ça, vous ne pourriez pas juste le redresser comme je vais le faire. Vous devriez acheter une jambe toute neuve juste pour avoir cette pièce. Et puis, ça reviendrait à mettre la voiture au rebut, ce qui est aussi stupide. Donc, les pièces dont vous avez vraiment besoin, vous ne pouvez pas les acheter séparément. Et puis, celles que vous ne voulez pas, vous pouvez les acheter. Donc, il y a de la colle Montsori, regarde ça. C'est de la colle Montsori. Donc cette pièce va complètement à l'encontre de toutes les petites pièces que j'ai ajoutées au radiateur. Pourquoi je ne peux pas juste acheter ce support séparément? Je ne sais pas. Du coup, je suis obligé d'essayer de le redresser comme je le fais maintenant. Heureusement, il est en aluminium, un matériau super souple et assez facile à plier. Mais je suis sûr qu'une compagnie d'assurance n'aurait pas le droit de faire ça. Heureusement, je ne suis pas une compagnie d'assurance. Voyons si ça colle. Ouh! Regardez ça! C'est à peu près ça? Ouais, c'est plutôt bien, franchement. Ouais, je pense qu'on est bon. Il suffit de mettre quelques rivets et ce sera boulonné. Des rivets. Ça nous permet de visser sans avoir à utiliser d'écrou ou de boulons à l'autre bout, parce que ce n'est pas d'origine. Et on veut que tout soit d'origine. Tu viens de marteler un support avec un marteau. C'est d'origine. Donc on met le rivet.
Une fois que vous l'avez enfoncé dans le trou, vous l'écrasez pour le mettre en place. Vous retirez l'outil et vous obtenez un emplacement où le boulon peut se visser sans avoir d'écrou de l'autre côté. On fait ça pour la partie supérieure et inférieure du support. Une fois qu'ils sont en place, on peut remettre tout le cadre avec tous les radiateurs sur le pied du châssis. Et ça a l'air d'avoir marché. Ensuite, c'est au tour de la pièce avant en fibre de carbone, qui se fixe aussi au sous-châssis avant. Comme vous pouvez le voir, l'ancienne pièce était complètement abîmée et réduite en morceaux. Et mauvaise nouvelle pour moi, cette nouvelle pièce coûtait plus de 10 000 livres. Mais je n'ai pas le choix, je dois la remplacer. Heureusement, ce n'est pas aussi compliqué à monter que le sous-châssis avant. Il n'y a qu'une dizaine de boulons qui le maintiennent en place, mais la voiture a l'air bien mieux maintenant. Voici un avant à peu près terminé. À peu près. Toutes les conduites de climatisation sont raccordées, toutes les conduites de refroidissement sont raccordées. Il nous manque quelques capots, comme ceux-là de ce côté-là, et ceux-là de ce côté-là, mais pour l'instant, ils ne sont pas indispensables pour démarrer la voiture, ce qu'on espère vraiment, on espère faire avant la fin de cette vidéo. Bon, il y a quand même un truc qui pourrait nous empêcher de faire démarrer la voiture, et c'est la pression des freins. On a serré les conduites de la pédale de frein pour essayer d'avoir un peu de pression de freinage, mais sur les boîtes automatiques, il faut parfois appuyer sur le frein pour pouvoir démarrer la voiture. Et si la pression de freinage est insuffisante, la voiture risque de ne pas démarrer. Ce qui pourrait être une explication. Et si on n'a pas de pression de freinage, c'est parce que cette conduite de frein est complètement cassée. Donc, au lieu de commander une pièce chez Lamborghini, parce que je pense que cette conduite métallique coûte environ 80 livres, mon père va en fabriquer une, parce qu'on pense qu'elle va littéralement jusqu'en bas, jusqu'à ce réservoir là-bas. Donc, on espère pouvoir changer ça. Et ensuite, on devrait pouvoir se procurer un de ces tuyaux qui se branche sur l'étrier. Tu peux le faire maintenant? Oh, je suis fin prêt. Voilà le tuyau de frein en acier qu'on doit changer. Il va jusqu'à la pompe ABS. Mais une nouvelle fois, les flexibles de frein en acier à l'avant sont beaucoup plus courts que ceux qui vont jusqu'au frein arrière. Donc ils sont beaucoup plus faciles à reproduire. T'as l'air d'un super pro avec tous tes outils à portée de main. J'avais juste besoin d'un bout de ficelle pour mesurer le tuyau. Mais malheureusement, on n'a pas de ficelle. Alors on utilise un bout de fil électrique de liam. D'accord, très bien. C'est très pro. Avec ce fil, mon père peut l'aligner avec l'ancien tuyau de frein et il saura exactement quelle taille il faut pour couper le tuyau en cuivre afin de le reproduire. C'est la longueur que doit avoir le tuyau. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Maintenant que le fil de cuivre est coupé, il doit s'assurer que les extrémités sont bien alignées et qu'il n'y a pas d'obstacle. Il utilise donc un outil spécial pour ça. Nouvel embout, regarde. Nouvel embout. Comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, n'oublie jamais de commencer par ton extrémité. Bon, il a déjà mis le raccord de frein sur le tuyau en cuivre, et maintenant il le serre dans cet outil. Il utilise ensuite cet autre outil pour évaser l'extrémité du tuyau en cuivre. Une fois qu'il a fait ça, le raccord de frein qu'il a mis ne pourra plus glisser, et devrait bien s'accorder avec le tuyau de frein déjà en place sur la voiture. Parce qu'il y a une extrémité femelle et une extrémité mâle sur la conduite de frein. De l'autre côté, il va faire exactement la même chose. Maintenant, on a le tuyau de frein de la bonne longueur avec les deux raccords à chaque extrémité. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est plier la conduite en cuivre exactement de la même manière que celle d'origine. Et une fois qu'il aura fait ça, il va lui donner un coup de peinture. D'abord, une couche d'après décapant. C'est juste pour que ça ressemble à l'original. Couche d'après terminée. Touch and black ensuite. Une fois que ce sera sur la voiture, je pense qu'on ne verra pas que c'est un accessoire après-vente. En fait, le cuivre est vraiment une amélioration. Il doit maintenant guider celui qui est monté sur la voiture, le faire passer devant le moteur d'essuie-glace, puis le visser dans la pompe ABS. Et voilà, une conduite de frein est terminée. Et voilà comment on fait une conduite de frein. Et c'est plus ou moins d'origine, mais avec du cuivre. Et le cuivre, ça rouille pas. Non. C'est mieux que l'équipement d'origine. C'est beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'ils le font pas en standard. Parce que c'est trop cher. Et puis aussi, tu pourrais te réveiller le matin et toutes tes pièces de frein auraient disparu. Salut. On est
On est sur la bonne voie pour démarrer ce projet. Il y a encore quelques petits trucs qui nous freinent, mais ça devrait nous aider. Alors avant de commencer à faire quoi que ce soit sur la partie avant, il y a encore quelque chose à régler. Évidemment, ça ne va pas démarrer si tout ça n'est pas connecté. Et pour que ce soit branché, je dois mettre ce capot qui vient d'arriver, donc on va le faire dans une minute. Mon père et moi, on a refait la conduite de frein juste ici. Mais maintenant, on a besoin d'un tuyau flexible pour relier cette conduite de frein à cet étrier. Je vais le fabriquer moi-même car ça reviendra probablement moins cher que de l'acheter chez Lamborghini. Oui, non, en fait, ça va clairement me coûter moins cher que de l'acheter chez Lamborghini. Une fois qu'on aura ce flexible de frein, on aura la pression de freinage dans la voiture. Et donc la voiture saura quand j'appuie sur le frein, car je sentirai une certaine pression sous mon pied. Parce qu'il y aura du liquide de frein à l'intérieur. Et pour l'instant, il n'y en a pas, car il n'est pas branché. Et j'espère vraiment que c'est clair. Autre chose, plus les voitures sont récentes, plus elles sont équipées de dispositifs de sécurité. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que tous les airbags de cette voiture aient été déclenchés lors de l'accident et que la voiture ne démarrerait probablement pas parce qu'elle pense que les airbags sont déployés ou qu'ils ne sont même pas branchés. Et c'est ce qu'il y a dans cette boîte de l'équipe chargée des airbags. Bon, là, on a les deux ceintures de sécurité qu'on a retirées au début, les deux airbags rideaux qui se sont déployés et qu'on a enlevés, et l'airbag du siège passager qui s'est aussi déclenché. Ce sont les airbags d'origine. Et donc l'équipe chargée des airbags les a réinitialisés. Je savais même pas qu'ils pouvaient faire ça. Ils les ont donc réinitialisés, ce qui nous a évité d'en acheter de nouveaux. Et pour ce faire, ils sont assurés qu'il n'y avait pas de trou dans les airbags ou un truc du genre. Donc, ça nous a permis d'économiser une fortune. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est un airbag pour le volant, mais on va s'en occuper. Pour l'instant, installons ces airbags. Allons-y. La première chose à installer, c'est les airbags rideaux. Ils sont en fait boulonnés à la coque en fibre de carbone, juste derrière cette garniture de montant A. J'ai pris un petit raccourci ici, sans enlever la garniture du montant A, ce qui m'a fait gagner pas mal de temps. Maintenant, c'est au tour de la ceinture de sécurité. Elle est vissée à la voiture à un endroit bien précis. Si vous ne la placez pas au bon endroit, la ceinture de sécurité ne sortira pas et ne se rétractera pas. Vous pouvez l'essayer vous-même. Si vous tournez dans un coin et que vous essayez de sortir la ceinture de sécurité, elle sera bloquée, parce qu'elle n'est pas dans sa position normale. J'espère que ça a du sens. Une fois que les deux airbags rideaux sont installés et que les ceintures de sécurité sont en place, je peux mettre le siège côté conducteur. Et voilà, j'ai l'airbag côté passager. Bon, cet airbag va aller sur le côté de ce siège. Si je me souviens bien comment ça marche. Donc il s'insère comme ça et se place là. Mais on ne va pas encore mettre ce siège, parce que je vais d'abord installer l'airbag. Et seulement ensuite, il faudra recoudre tout ça. Je ne sais pas si ça pourra se conserver ou non, ou si on devra mettre un autre morceau de cuir. J'espère que non. Mais Autotrim s'en occupe. Je vais installer cet airbag, et je continue de penser que ça va démarrer même avec le siège hors de l'habitacle, parce que ce serait bête de ne pas pouvoir démarrer la voiture s'il n'y a pas d'autres sièges à l'intérieur. Mais je sais pas, on ne sait jamais. On va juste mettre ça en place, et après on verra. Cette pièce s'accroche juste à sa place. Le connecteur électrique se met en place et il y a un boulon qui le maintient en place. Et voilà, c'est fini pour cet airbag. Bon, quand j'étais à l'arrière, j'ai remarqué, regardez, qu'il y avait comme des petites garnitures ici. Et on pourrait peut-être remplacer cette pièce. La seule chose qui m'inquiète, c'est ce petit levier qui est là. Mais bon, je pense qu'il pourrait remplacer cette pièce et trouver un levier qui va avec. Tout est prêt. Il ne nous manque plus que l'airbag du volant que j'ai ici. Donc voici l'airbag qui avait explosé. En fait, on ne peut pas le réparer. Enfin, je ne pense pas que ce soit possible. L'airbag explose, déchire le cuir ici et casse aussi quelques fils à l'arrière. Je ne pense pas pouvoir commander un airbag chez Lamborghini. Il n'était pas sur la liste des pièces quand j'ai essayé d'en trouver un. Et en plus, il faut attendre super longtemps pour en avoir un. Mais j'ai trouvé celui-ci que j'ai acheté sur eBay en Pologne. Pourquoi il y en a un en Pologne sur eBay, je n'en sais rien, je vais pas poser de questions. Je l'ai acheté direct dès que je l'ai vu. Il coûtait environ 600 livres. Tous les fils sont à l'arrière et il suffit de le brancher directement. C'est vraiment une chance de l'avoir trouvé. Encore une fois, c'est super facile à installer. Le connecteur électrique s'enclenche. Ensuite, vous pouvez juste remettre l'airbag en place. Après ça, je n'ai plus qu'à remettre le capot à l'arrière du volant. Et voilà, le boulot est fait. Je crois que c'est une batterie, ou le truc pour recharger la batterie de la Revuelto. Maintenant, cette partie-là, où
le plastique est fixé et où les tuyaux sont insérés, parce que ce sont des conduites de refroidissement, le liquide circule à travers et refroidit tout le système de batterie. Cette partie est cassée. Et pour avoir cette pièce, il faut acheter la batterie complète qui coûte 8000 livres, donc on ne va pas le faire. J'en ai trouvé une de chez Porsche. Et elle a des connexions similaires, mais elles sortent tout droit. Je vais l'afficher à l'écran. Mais les connexions ne sont pas tout à fait correctes. Mais nous avons Bob. Et Bob pense, enfin espère, il le sait qu'il peut arranger ça. Mais tu vas utiliser du métal à la place de... Je vais en faire un tout nouveau. Je vais enlever cette plaque du bas, la poser sur un morceau d'inox, la dessiner puis fabriquer un tuyau et le souder à la plaque. Et ce sera de l'acier inoxydable. Donc c'est aussi ça le problème. Beaucoup de gens disaient imprime en 3D, imprime en 3D. Mais si on imprime en 3D et que le liquide de refroidissement circule et qu'il est vraiment chaud, je pense que ça va juste fondre. Ça va le faire fondre. Ouais, exactement. Donc le métal, c'est mieux. Ça aurait dû être fait en métal dès le début. Peut-être, ouais. Mais ouais, Bob va le fabriquer en 1 heure. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du talent. En gros, je ne fais que dévisser des trucs et les revisser, en quelque sorte. Alors que Bob, lui, sait vraiment fabriquer et créer des trucs. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment savoir faire. Mais je ne saurais jamais par où commencer. Bob fabrique littéralement ce raccord en plastique à partir d'acier inoxydable dans son atelier. Et n'oubliez pas, ça doit être parfait. Il ne doit pas y avoir de fuite de liquide de refroidissement dans la batterie. Mais il est assez confiant. On dirait qu'il va fabriquer en 2 temps. Il fabrique une partie qui s'insère dans la batterie et une autre partie où le tuyau se fixe. Ensuite, on va les souder ensemble. Il l'a rapidement poli. Et honnêtement, au bout de 2 heures, c'était fait. Je viens de voir le résultat. Mais je vais d'abord filmer ta réaction, d'accord? Ok? Mais bon, souviens-toi comment c'était. Donc ça, c'était comme ça, ok? Bob est parti depuis combien de temps? Quelques heures? Bah, imagine, d'accord? Réfléchis dans ta tête. Qu'est-ce que tu penses? Parce que je m'attendais à quelque chose de complètement différent. Bon, ok, maintenant, Bob, montre-nous ce que tu as fait. C'est mieux que C'est ce que j'ai dit. l'original. C'est dingue! C'est complètement dingue, non? Il s'en sert bien? Ouais, ça rentre parfaitement. Regarde ça. Ouais. Merci Bob, tout le monde sait où aller, à l'atelier d'usinage, parce que c'est tellement ridicule. Maintenant, on peut commencer à le remonter sur la voiture. Bob est vraiment une légende. Et on va encore faire appel à lui plus tard dans la vidéo. Bon, voilà la situation. Les pièces ne sont toujours pas arrivées. Mais pendant que j'attendais, j'ai fait quelques recherches et je suis un peu inquiet, à vrai dire. Ce gros truc ici, c'est le chargeur de batterie, je crois, qui a aussi besoin d'être refroidi. Donc ce n'est pas super de charger la batterie hybride sans le liquide de refroidissement, parce que sinon, ça pourrait trop chauffer. Ce truc, c'est un convertisseur. Donc il doit changer le courant en une tension plus haute ou plus basse, selon ce que vous faites et où vous le faites. Et puis, il y a les moteurs électriques sur le différentiel avant, mais la batterie est en fait sous la voiture et traverse, en quelque sorte, toute la partie centrale, la console centrale de la voiture. Bon, ce que j'ai vraiment essayé de comprendre, c'est pourquoi cette voiture ne démarre pas. Et ces batteries sont apparemment assez similaires à celles utilisées sur l'e-tron. Et bien sûr, Lamborghini fait partie du groupe Volkswagen et Audi. Alors pourquoi n'utiliserait-il pas les batteries de l'Audi e-tron, même si l'Audi e-tron est une voiture entièrement électrique, mais ça pourrait être pareil. Voici mon problème cependant. Sur une Audi e-tron, si elle a un accident et que les airbags se déclenchent, ça coupe un fusible pyrotechnique. Mais pas comme les fusibles pyrotechniques classiques qu'on a essayé de trouver sur cette voiture. Le fusible pyrotechnique d'une Audi e-tron est en fait à l'intérieur de la batterie. Et si celui de cette voiture est à l'intérieur de la batterie, ça veut dire qu'on va devoir fouiller sous la voiture et manipuler ce système de 400 volts, ce que je n'ai vraiment pas envie de faire. Il y a un moyen de savoir si le fusible pyrotechnique est ou n'est pas dans la batterie. Et pour commencer, on doit réinstaller le chargeur de batterie sur la voiture. Je vais juste accrocher ça en place. Parce que, bien sûr, je n'ai pas encore les supports. Je dois ensuite rebrancher cette prise. En la débranchant, ça isole tout le système haute tension. Et en la rebranchant,
ça le réactive. Après un accident, le fusible pyro est déclenché par un signal de l'ECU, qui coupe alors le fusible, empêchant la voiture d'alimenter le démarreur. Mais sur une hybride, ça empêche l'énergie de sortir du système haute tension. Et sur la Revuelto, le système haute tension sert à démarrer la voiture. Donc en quelque sorte, c'est le démarreur. Pour l'instant, je ne compte pas essayer de démarrer la voiture, car il n'y a pas de liquide de refroidissement dans le système de batterie, ni dans le système moteur, mais on a une bonne puissance ici. Et on a une bonne puissance de ce côté-là. C'est clair que ce sont les freins qui sont en cause, parce qu'il n'y a pas de liquide de frein. Il n'y a pas non plus de liquide de refroidissement, mais ça, je viens de le dire. Nous avons un problème avec le système électrique du véhicule, ce qui m'inquiète maintenant. Avant, j'ai branché mon outil de diagnostic, mais il n'arrivait pas à lire les infos de la voiture. Mais depuis, j'ai payé pour une mise à jour, et j'espère maintenant qu'il me permettra de lire tous les codes d'erreur. Oh! Maintenant, il la détecte comme étant une Revuelto, donc peut-être que la mise à jour a marché. Allez, lis-le, chérie. Il faut déverrouiller la protection du diagnostic du véhicule. On dirait bien que Lamborghini a verrouillé l'accès à l'ECU, le lecteur OBD. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès au port OBD. Avant, on pouvait lire les voitures, mais regardez, maintenant, pour que je puisse lire cette voiture, je dois acheter une sorte de déverrouillage. Combien ça coûte ? On va prendre l'abonnement annuel parce qu'on va beaucoup l'utiliser. C'est un total de 120 $ annuels pour que je puisse lire cette voiture. Bon, eh bien on n'a pas d'autre choix, on va devoir le faire. Et voilà, c'est payé. Et maintenant, je devrais pouvoir la lire. C'est vraiment dingue, vu comment ça se passe avec le bricolage DIY automobile, c'est vraiment possible qu'il n'existe plus dans quelques années si ça continue comme ça. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais après avoir payé, ça m'a laissé lire les codes sur la Revuelto. Et malheureusement pour moi, j'ai vu quelque chose que je ne voulais pas voir. Et voilà. Fusible haute tension C. Coupure d'urgence déclenchée. Mes soupçons étaient fondés. Je ne sais pas ce qu'on doit faire pour retirer ce fusible pyro de la batterie. Est-ce que quelqu'un a déjà retiré une batterie d'une Revuelto ? Probablement. Peut-être une personne qui regarde la vidéo ? Qui les a probablement construites ? Ou bien personne qui regarde. Je ne sais pas comment on va la sortir. Est-ce qu'on doit la sortir par en dessous ? Est-ce qu'on doit la sortir de l'intérieur de la voiture ? Je n'en sais rien. Je pensais que ça allait être plus facile. Clairement pas. Un autre pas vers l'inconnu. On doit trouver maintenant où est ce fusible pyrotechnique, qui doit être quelque part près de l'énorme batterie qui se trouve au milieu de la voiture. J'ai découvert quelques trucs. Premièrement, on ne peut pas acheter de fusibles pyrotechniques séparément. Et je ne blâme pas Lamborghini. Ils ne veulent pas que des gens comme nous jouent avec des fusibles pyro. Donc, vous pouvez voir ici le système de batterie complet, qui est de 400 volts et qui est situé sous la voiture, mais dans la console centrale. Ce système de batterie complet coûte 31 000 livres sterling, plus la TVA. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'une batterie complètement chargée, on n'en a pas besoin. On pense que la batterie est en bon état, mais le fusible pyro, qui, d'après ce que j'ai compris, se trouve généralement dans ce truc-là, qui est une sorte de boîte de jonction, mais apparemment, en électricité, on l'appelle le penthouse de la batterie. Vous pouvez voir que toute la boîte de jonction est une pièce à part, mais malheureusement, la boîte de jonction de la batterie, n'est pas disponible pour le moment. On ne peut pas l'acheter séparément. J'espère donc qu'on va pouvoir y arriver, premièrement, sans démonter toute la batterie, et deuxièmement, j'espère qu'on va pouvoir trouver le fusible pyrotechnique à l'intérieur. Voyons voir. Il va vraiment falloir sortir les gants en caoutchouc pour ça. Est-ce qu'on peut faire ça avec une batterie ? Voilà la batterie, c'est en dessous de la batterie. Et sur l'e-tron, il y a environ 900 millions de boulons pour abaisser la batterie, mais ici, il n'y en a aucun. Donc pour descendre la batterie, d'après ce que j'ai vu quand ils ont remonté ces Revuelto, ce que j'ai vu sur les images de l'assemblage, c'est que tous les boulons de la batterie sont à l'intérieur de la console centrale. Il faut les dévisser de l'intérieur pour pouvoir l'abaisser, ce qui veut dire qu'il faut tout démonter à l'intérieur. J'espère qu'on n'aura pas à faire ça. Mais sur le schéma que je viens de vous montrer, on dirait que la boîte de jonction est en dessous. Et si elle est en dessous et que le fusible pyrotechnique est dedans, alors on aura vraiment beaucoup de chance.
J'espère que c'est la solution au problème du fusible pyrotechnique cassé. Ok, ça a l'air prometteur. J'espère que c'est le cas. C'est parti! Ok, c'est parti. Surtout, ne mets pas tes doigts dessus. Cette batterie a un courant continu de 400 volts. Et si vous la touchez par accident, ça ne va vraiment pas être une bonne journée. Ce connecteur, avec tous ces petits fils, c'est juste des fils de signal qui communiquent avec l'ECU à l'intérieur de la voiture. Ce sont les fils orange qu'il faut surveiller. Maintenant, il y a plein de boulons qui fixent ce boîtier au toit à la batterie de la voiture. Ah oh, regardez ça! Waouh! Ouais! Bon, ce qu'on doit trouver dans tout ça, c'est le fusible pyro. Malheureusement, ça n'allait pas être facile. Ils ont mis autant de composants que possible, dans un espace super restreint. Et on ne sait pas quoi servent beaucoup de ces composants, à part celui-ci ici, qui s'appelle le module de contrôle de la batterie, et qui est un ordinateur séparé pour le système haute tension. Et Audi recommande d'ailleurs de remplacer ce module sur les e-tron en cas d'accident. Mais le problème pour nous, c'est qu'on ne peut pas acheter cette pièce séparément. Oh, le voilà! Le voilà! Il faut trouver un moyen de contourner ça aussi. Voici le pyro! Voici le fusible pyrotechnique. On sait que c'est le fusible pyrotechnique parce que c'est juste le connecteur de l'airbag. Et c'est pareil sur toutes les voitures. Les boulons sont en dessous. Oh, Suzy. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que tu dois défaire ça, ceux qui sont tournés vers le bas? Je pense que l'ancien truc doit être les boulons viennent d'en dessous. Est-ce que ça s'enlève? Je dois trouver maintenant comment retirer ce fusible pyrotechnique. Donc je vais commencer à démonter ça. Et j'espère que je vais pas me planter. Et pendant ce temps, Bob est de retour. Bob va faire un peu de soudure. Parce qu'on a quelques dégâts là-bas. Il va donc commencer à s'en occuper et on va vous passer Bob. En attendant, je vais démonter ce module informatique. Allons-y. C'est parti alors. Je ne sais pas jusqu'où je dois démonter ce truc afin de pouvoir atteindre le fusible pyrotechnique. Mais une chose est sûre, je dois me rappeler comment le remonter. Et en attendant, voici ce dont Bob va s'occuper. Les dégâts du châssis à l'arrière de la voiture. On voit que plein d'écrous à rifter ont été attachés du support du châssis. Donc, Bob va d'abord enlever quelques pièces pour pouvoir y accéder. Puis, il verra ce qu'il peut réparer. Encore une fois, vous pouvez seulement acheter ce modèle complet chez Lamborghini, pour plus de 21 000 livres sterling. Donc, si Bob peut le réparer, ça nous fera économiser pas mal d'argent. Et sur l'autre jambe du châssis, ce support est arraché. Et ce support, qui devrait être à l'extrémité du pied, maintient la barre de protection arrière. En attendant, je continue à démonter ce boîtier de jonction, ou boîtier penthouse, pour, je l'espère, accéder à ce fusible pyrotechnique. Il y a tellement de composants à l'intérieur. Pendant que je fais ça, Bob nettoie la zone où il va souder. Il enlève maintenant le support à l'extrémité du pied du châssis, à gauche, parce qu'il est un peu tordu. Et il va réparer ça aussi. Ensuite, il découpe une partie du pied gauche du châssis, parce que la réparation sera bien meilleure si vous pouvez remplacer cette partie par un morceau de métal, plutôt que d'essayer de boucher tous les trous avec du métal soudé. Voilà la tôle qu'il va utiliser. Bon, on a ces plaques, elles sont toutes abîmées à cause de l'accident, et je dois essayer de les redresser d'une manière ou d'une autre, et essayer de les rendre fonctionnelles. Ce sont les pièces qui devraient être à l'extrémité du pied du châssis qui maintiennent la barre de protection. Bob est en train de voir si on peut aussi manipuler ça à l'arrière. Et c'est presque fini pour un côté. Il est temps de nettoyer, et ça a l'air plutôt bien. Mais vous pouvez voir que l'autre côté, la partie ovale, c'est cassé. Et au lieu d'essayer de la réparer, il a décidé d'en fabriquer une lui-même. C'est du pur talent. D'habitude, j'utiliserais un bon morceau d'acier poli ou un couteau pliant pour faire ça. Mais c'est tout ce que j'ai. Finalement, il a un bout de métal qui ressemble pas mal au support en U qui s'est cassé sur la Lamborghini. Maintenant, il faut le souder au support qui s'est cassé. Et ça a l'air bien aussi, voire mieux que l'original. En attendant, j'ai presque démonté ce boîtier pour accéder au fusible pyro. Ouais! Tada! Porsche a mis le fusible pyro sous le tableau de bord. Super facile comparé à celui-ci. Voici le fusible pyrotechnique. Donc, pour une raison quelconque, ça empêche le courant de passer d'ici à là. Donc, ça doit être le côté positif, je suppose.
de la batterie hybride qui permet à la voiture de démarrer. Enfin, pour l'instant, elle l'empêche. Mais bon, je pense qu'on va retirer ça. C'est parti. Regardez ce fusible pyrotechnique. C'est vraiment génial. À l'intérieur, ça ne fait pas le lien. Et ces deux petites broches-là, ce sont les fils de signal qui vont couper cette connexion. Et c'est sûrement pour ça que la voiture ne démarre pas. C'est plein de graisse, c'est bizarre. On va devoir essayer d'en trouver un sur eBay en utilisant le numéro de pièce. Et il y a bien un numéro de pièce dessus. Pendant que j'essaye de trouver un de ces fusibles pyro, Bob se met au boulot pour souder tous les supports qui sont fixés sur le châssis de la Revuelto. Il commence par ceux qui maintiennent la barre de protection arrière, puis passe à la partie du châssis qui a été découpée pour réparer l'endroit où les rivets vont être placés. Il a ensuite pris un bout de papier et l'a posé sur le côté non endommagé des rivets aveugles, pour qu'on puisse voir où allaient les rivets. Il passe ensuite de l'autre côté avec un nouveau morceau de métal et utilise un pochoir comme image miroir pour savoir où percer les trous pour les rivets. Une fois ces trous percés, les rivets aveugles sont installés à l'intérieur et le tour est presque joué. Voici l'original, qui est littéralement fait en plastique, enfin en pâte à modeler ou quelque chose du genre, ça c'était là-dessus. Et un boulon traverse ça pour maintenir la barre arrière, mais il est complètement tordu, donc Bob en a juste sorti un du sac. La réparation est parfaite. Si vous voulez apprendre à souder comme Bob, je vous conseille de vous inscrire à l'atelier d'usinage. Vos soudures seront sûrement meilleures que celles de Lamborghini. L'atelier d'usinage, c'est comme une salle de sport où vous pouvez vous inscrire, mais au lieu d'avoir des appareils de muscu, on a du matos d'atelier. On a des sableuses, des soudeuses, des fraiseuses, toutes sortes de trucs que vous pouvez utiliser là-bas. Vous payez un abonnement mensuel et vous pouvez venir faire tout ce que vous voulez. Retour au fusible pyro. Voici notre solution. Regardez ça. On ne peut pas commander un fusible pyro chez Lamborghini, mais pour une raison quelconque, AliExpress en vend. Et on a trouvé une personne dans tout le Royaume-Uni qui en vend. 120 livres, c'est le prix le plus élevé que j'ai jamais payé pour un fusible pyro. Mais ça devrait marcher, ça marche sur une Q4, ça marche sur une e-tron, et ça devrait être parfait. Ça devrait être... On ne veut pas les mélanger. Donc ça ne va que dans un sens. Et ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Ça glisse là-dedans. Maintenant, je dois comprendre comment remonter tout ce système. Et pendant qu'on fait ça, on nous a aussi livré 2 flexibles tressés qui ont été faits pour le système de freinage avant de la Revuelto. On a mis 2 flexibles tressés à la place des tuyaux en caoutchouc parce que les tressés, c'est mieux. On va les installer, et moi je vais faire ça. Et en même temps, on pourrait avoir un de ces trucs. Ceci est comme un énorme Lego pour adultes. Il n'y a qu'une seule façon de le remonter. Et je dois trouver comment. En attendant, mon père transporte la nouvelle édition limitée de Y-Food sur sa tête avant de commencer à installer les flexibles de freins tressés à l'avant de la Lamborghini. Vous remarquerez peut-être que mon nom est inscrit sur cette bouteille de Y-Food. Vous savez, quand vous finissez de construire votre Lego et qu'il vous reste plein de pièces à installer? Ouais. C'est ce qui vient de se passer. C'est tout est Lego? Ouais. On dirait que je vais devoir tout démonter à nouveau. Ce côté est terminé. Tout est accroché là où ça doit l'être. Le caoutchouc protège là où il le faut. Mais on doit faire un peu plus sur l'autre côté. J'arrive. On a dû en acheter un nouveau. Ce support s'est détaché du tube en carbone. Donc mon père doit enlever le revêtement de l'arche pour pouvoir accéder à l'endroit où le support s'est détaché. Une fois qu'il aura retiré ça, il pourra voir exactement où se trouvaient les rivets dans la coque en carbone. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous seriez inquiet si vous veniez de tout reconstruire et qu'il vous restait un boulot en trop? 8. Bon, pour la deuxième fois, je démonte cette boîte. Et maintenant, mon père doit rifter ce support sur le dessus, ce qui est assez facile à faire, car tous les trous sont déjà percés. Du boulot en ville. Ça veut dire du boulot bien fait. Merci. Vous serez content de savoir où est passé le boulon. Et vous serez aussi content de savoir que si je l'avais laissé de côté, ça n'aurait pas eu d'importance. Y-Food est une boisson qui remplace un repas. Ce n'est pas un shake protéiné, ce n'est pas une boisson diététique. Ça remplace juste un repas dans la journée. Je sais pas comment j'ai réussi à en arriver là. Mais je vais me récompenser avec
Y-Food, la boisson de remplacement de repas. Il y a 26 vitamines et minéraux là-dedans. C'est riche en fibres, riche en protéines, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. C'est idéal pour remplacer un repas au lieu de manger du fast-food à midi et c'est parfait pour les gens qui sont un peu pressés comme moi. Et en plus, Kevin est dessus. Cette boisson est parfaite pour ceux qui sont toujours en mouvement. Et c'est une alternative bien plus saine que de manger du fast-food à midi. Je la bois depuis des années et ma saveur préférée est Happy Banana. Et rien que pour ça, Y-Food m'a fait une bouteille en édition limitée. Le Penthouse, alias la boîte de jonction, est terminé. Ça a été un jeu d'enfant. J'espère que ça va marcher. C'est cool. Et allez vous procurer l'édition spéciale Matt Armstrong de Y-Food. Un code de réduction apparaît aussi à l'écran en ce moment. Profitez-en tant qu'il y a Happy Banana avec Kevin dessus. Vous devez la voir. Vous devez la voir. Je vais en garder une. J'en garde une pour moi. Il est temps de démarrer ce truc. On espère. C'est parti. Nous y voilà. J'espère avoir réparé le boîtier de jonction avec le nouveau fusible pyro. Et il est temps de le remettre dans la voiture. Techniquement, après ça, le système haute tension devrait être actif. D'où la présence de l'extincteur à côté de la rampe. J'ai vissé la boîte de jonction à la batterie et je suis en train de brancher tous les câbles haute tension. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on s'attend au pire. Ok. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je laisse ça comme ça, pour le moment? Au cas où on devrait le retirer à nouveau, ou est-ce que je m'en occupe tout de suite? Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Au cas où ça marcherait pas. Tout ce qui se trouve sous la voiture est prêt. Mais il reste quelques petites choses à faire sur le dessus. Ok, prochaine étape. On ne va pas pouvoir démarrer sans avoir de pression de freinage. Les câbles de frein sont maintenant sur les conduites tressées. On va mettre un peu de liquide de frein. J'espère qu'il n'y aura pas à faire de procédure compliquée pour purger les freins. Donc, devrait pas y avoir de perte à l'arrière. On met un peu de liquide, on purge tout, et ça devrait marcher. Mon père est en train de mettre du liquide de frein Valvoline DOT4 dans le système de freinage. Puis, on devra purger les freins. Pour ça, on connecte Monsieur Push, comme on aime l'appeler. Ça se visse sur le réservoir de frein, ajoute de la pression au système de freinage, et puis mon père peut faire le tour des étriers avant et ouvrir les raccords de purge pour laisser sortir tout l'air du système de freinage. Une fois qu'il est satisfait, on remet les purgeurs en place, et on vérifie si la pédale fonctionne. Bien sûr que ça va fonctionner. Une fois que c'est réglé, je peux commencer à assembler cette partie avec un nouveau cache en plastique pour le boîtier du chauffage à l'intérieur de la voiture, et puis bien sûr le chargeur de batterie avec le support qui le maintient en place. Je peux ensuite brancher les câbles, et enfin, les sièges arrière d'Autotrim. Regardez ça! Je pense qu'ils ont mis un petit levier ici, celui-là, et qu'ils ont utilisé ce cuir d'origine. Mais c'est quand même un boulot de dingue. Et en moins de 24 heures. Mais maintenant, ils vont me détester pour avoir dit ça, parce que les gens vont apporter leur siège et demander « Est-ce que je peux l'avoir dans 24 heures ?» L'airbag est là-dedans. Je pense qu'on peut installer le siège. Tous les airbags sont installés. On réactive l'hybride et on voit si on peut effacer les codes du BMS et démarrer ce truc. Manifeste. Une fois le siège installé, la voiture ne devrait plus détecter d'airbag déployé. Encore un truc qui pourrait empêcher la voiture de démarrer. Et voilà. Ouais. Donc, une sauvegarde hybride connectée. Maintenant, le 12 volts. Comme je l'ai dit, le 12 volts sert juste à alimenter le système électrique de la carrosserie. On a fait un travail extraordinaire avec le fusible pyro. Le nouveau fusible est en place. On n'a rien fait pour le système de gestion de la batterie, même si Audi a dit de le réinitialiser sur les e-tron. On va essayer de le réinitialiser sur celui-ci. Il n'y a pas de liquide de refroidissement dans le système hybride de la batterie, ce qui pourrait empêcher le démarrage. On a purgé les freins, donc la pression devrait être bonne. On n'a pas encore remis l'huile dans le différentiel. Je ne pense pas que ça va l'empêcher de démarrer. À l'arrière, on a toujours une suspension cassée, ici. Un système de direction arrière abîmé et un amortisseur fichu. Je pense pas que ça va l'empêcher de démarrer. Ces pièces ne sont pas encore arrivées. Le radiateur et les tuyaux sont abîmés, donc le moteur chauffe. Je pense pas que ça l'empêchera de démarrer non plus. On n'a pas d'échappement. Je pense pas que ça l'empêchera de démarrer. Et il devrait y avoir de l'huile dedans, ce qui devrait l'aider à démarrer. Voyons si on peut effacer ces codes. Ça peut se passer de deux façons maintenant. On y va. C'est le moment de mettre le contact. Problème avec le système électrique du véhicule. On a toujours ce problème avec le système électrique du véhicule. Problème avec le système de transmission.
Pas de liquide de refroidissement. Ok, la batterie est chargée. Allez, on a besoin d'un moment fort maintenant. Voyons si on peut se débarrasser du code qu'on avait au tout début. Bon, on a encore plein de bugs, je vais essayer de les régler. La bonne nouvelle, c'est que je n'avais plus de code d'erreur pour le fusible pyro. Donc avant de faire quoi que ce soit, j'ai pensé que ça valait le coup d'essayer de la démarrer à froid. Tourne le truc qui tourne, tu te souviens? Je tourne le truc qui tourne, on est en mode sport. Voilà. Essaie maintenant. Mais ça n'avait pas l'air de marcher. Problème électrique sur le véhicule. On ne peut appeler personne. On ne peut même pas appeler Lamborghini parce qu'il ne saurait pas quoi faire. Vraiment, il saurait pas quoi faire. Personne n'a jamais fait ça, donc c'est à nous de trouver la solution. Et dès qu'on aura compris, alors là, on pourra continuer. Mais même si on n'avait pas le code pour le fusible pyrotechnique, il nous restait néanmoins un code. Coupure d'urgence déclenchée. Je peux l'effacer? Je vais d'abord essayer de l'effacer. C'est toujours là. Coupure d'urgence déclenchée. On doit désactiver ça. Réinitialiser le boîtier de jonction de la batterie. Ça me va. Ouais, ça me va. Mais si seulement c'était aussi simple que d'appuyer sur ce bouton. On a dû passer par plein d'autres étapes. Ça devient de plus en plus ridicule. Non seulement j'ai dépensé 120 livres sterling pour pouvoir lire les infos de la voiture, mais maintenant je dois dépenser 15 livres de plus, juste pour aller plus loin dans le diagnostic afin de réinitialiser le module de l'airbag. Mais j'ai payé pour ça. Mais maintenant, pour pouvoir continuer et faire ça, on me demande une pièce d'identité avec photo, une photo de ma pièce d'identité que j'ai sur mon téléphone, mais il me demande aussi une photo de moi en train de tenir ma carte d'identité. La prochaine étape, ce sera de tourner sur moi-même, toucher le sol et faire 3 roulades. Juste pour entrer dans ce système. Mais c'est ce que j'ai dû faire. Ok, j'envoie. En révision. 2 jours ouvrables? On doit sortir la vidéo dans 3 jours. C'est ce que ça dit? Ouais. On va maintenant finir l'examen dans les 2 jours ouvrables. Vous pouvez utiliser des fonctions limitées pour le moment. Si vous avez besoin de toutes les fonctionnalités de toute urgence, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, quelqu'un a une photo de toi ou t'as l'air d'un idiot? Une journée s'est écoulée. J'ai reçu un email et apparemment, ma proposition a été acceptée. Donc, on est de retour à la case départ, on croise tous les doigts. On va réessayer, on va recommencer. Les instructions sur l'hôtel m'ont juste dit de réinitialiser toutes les adaptations pour remettre la voiture dans l'état où elle était quand elle est sortie de l'usine. C'est clairement juste une question d'appuyer sur un bouton. Faut appuyer sur un bouton. Après avoir fait ça, j'ai senti une odeur de brûlé à l'avant de la voiture. Je pense que la pompe à eau du système électrique s'est mise en marche, mais elle tournait à sec. Ça a l'air vraiment chaud. Ouais, je sais pas si c'est normal ou pas, mais il n'y a pas de liquide de refroidissement dedans. Mais on met du liquide de refroidissement à l'arrière, mais il faut le remplir sous vide. Et pour le remplir sous vide, devinez quoi? Il faut se servir de l'hôtel pour ouvrir tous les thermostats du système électronique afin que le liquide de refroidissement puisse circuler de l'arrière vers l'avant. Il y a le liquide de refroidissement de la batterie et celui du moteur. Ah, c'est 2 liquides différents? Ouais, ça c'est pour la batterie et ça c'est pour le moteur. Ah, c'est pour la batterie. C'est pour ça que ça ne coule pas du radiateur là-bas. Parce que ce radiateur est pour le moteur et celui-là est pour... Il va s'adapter au... Je pense pas que... Ça rentrera pas vraiment là-dedans. Maintenant, on doit aspirer le liquide de refroidissement pour être sûr qu'il n'y ait pas de poche d'air. Quand on a rempli le liquide de refroidissement à l'arrière de la voiture et que j'ai dévissé le raccord de purge, aucun liquide n'est sorti. Donc, il n'arrivait pas à l'avant. Alors, on a eu une idée. Tu vas utiliser un souffleur de feuilles? Est-ce que ça peut aller là-dedans? Mets-le directement et envoie. Ça va juste partir sur le côté. Le souffleur de feuilles allait dans le réservoir de liquide de refroidissement. Ça marche! En fait, ça faisait passer du liquide de refroidissement dans le système. Ce n'est pas vraiment un outil Lamborghini, mais le liquide de refroidissement allait maintenant à l'avant. Ouais, il est sorti. On pourrait donc reboucher les raccords de purge là-bas. Wow! Wow! Il y en avait un sur le radiateur, en bas à gauche, et un autre pile au milieu. Une fois qu'ils ont été bouchés, c'était presque prêt à partir. Voilà le plan, on pense qu'elle peut démarrer parce qu'il y avait une odeur d'électricité dès que j'ai annulé le code. Donc notre plan, c'est que on a peur de la démarrer ici parce que on nage vraiment dans l'inconnu. On va juste mettre ce qu'on a pour la suspension arrière, c'est-à-dire le triangle supérieur et la suspension là. On a toujours besoin de la direction de la roue arrière, car elle est cassée, et on a toujours besoin de cette biellette, parce qu'elle est cassée aussi. Mais en mettant ces deux-là, ça devrait suffire pour
mettre une roue aux 4 coins et la faire rouler dehors, parce que s'il arrive quelque chose, je préfère que ça se passe dehors plutôt qu'à l'intérieur. Je vais commencer par enlever ça. C'est cassé. On pense que ça est tordu. Ouais, c'est le cas. Tu vois le bord? Un tout petit peu. Ok, donc je vais d'abord mettre ça parce que ce sera plus facile d'y accéder. Ok, tout est prêt. Le seul problème, c'est la direction des roues arrière. Mais ça devrait nous permettre de monter les roues et de la faire rouler. Ensuite, on pourra mettre du liquide de refroidissement et avec un peu de chance, la démarrer. Mettons-lui les roues. On était plein d'espoir. C'était la première fois que la voiture roulait sur ses 4 roues depuis l'accident. Et certaines roues doivent être changées. C'est un peu comme de l'hypnose. Mais avant de partir, il faut qu'on puisse voir où on va. Un phare. Oh! Maintenant on voit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû mettre le phare. J'en avais juste envie. Ça ressemblait un peu plus à une voiture de cette façon. J'espère juste qu'elle démarrerait comme une voiture. La première fois sur ses 4 roues depuis l'accident. Donc même si elle démarre pas, on a quand même fait des progrès. Maintenant, on va pousser la voiture dehors, juste au cas où il arriverait quelque chose de grave. Tout ça a été une super expérience d'apprentissage, et même si ça ne marche pas, on a fait beaucoup de progrès. Espérons juste pouvoir entendre le rugissement du V12. Ça pourrait être risqué. 82% de batterie, 90% de carburant, et 8 km en mode hybride. J'ai une pédale de frein. Je ne sais pas trop ce que je fais, à vrai dire. Je vais essayer. Allons-y. Vas-y. Toujours rien. Non! Ça va pas marcher, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'elle démarre pas. Toby, j'ai juste cliqué sur un bouton. Déverrouillage du système HV après collision. Actif. Ça pourrait le faire. Tenir la clé à l'arrière. Ça va démarrer, ça va démarrer. Prêt? Allez. Pourquoi tu démarres pas? Pourquoi ça marche pas? Même si j'ai supprimé plein de codes et qu'il n'y a plus de code pour le fusible pyro, la voiture ne démarre toujours pas. C'était super frustrant parce qu'on ne savait pas vraiment ce qui n'allait pas. Et comme il se faisait tard, on a décidé d'arrêter là pour aujourd'hui. On se sentait juste vaincu et je voulais vraiment faire démarrer cette voiture, pas seulement pour vous tous, mais pour moi aussi. Faire tout ce boulot, sans résultat, c'était vraiment super énervant. Mais bon, on n'est pas dans un conte de fées. Le seul code qu'il me reste, je pense, est sur le système de batterie, qui est coupure d'urgence déclenchée. Et ça va être le gros code. Coupure d'urgence déclenchée. Et dire que j'ai payé, que j'ai donné toute mon identité, que j'ai dénoncé tout le monde, et que je ne peux même pas effacer ce code. Si j'essaie d'aller dans les paramètres de base, ça me dit ici « Réinitialiser le boîtier de jonction de la batterie ». Ce qui est ce que je dois faire. Mais si je vais là-dedans et que j'appuie sur démarrer, c'est hors de portée. Ce qui veut dire que je ne peux pas le faire. Et la seule façon de le faire, c'est de se connecter à l'accès sécurisé. Et pour se connecter, il faut un code spécial. Et ce code spécial, c'est apparemment ça. Mais le service ne prend pas en charge ce format. Donc, c'est vraiment bête. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui nous battent. Mais on dirait que la Revuelto pourrait être l'une d'entre elles. Notre seul espoir maintenant, c'est de contacter Lamborghini. Mais je doute qu'ils aient envie de nous aider. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et eh bien, j'espère un jour qu'on pourra faire démarrer la Revuelto. Peace out.
Tu te souviens comment c'était monté? Non. C'est plus gros, mais c'est bon. Like a drug that